Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens, en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Henri Emmanuelli, député socialiste des Landes. Henri Emmanuelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous avez été secrétaire d'État au budget sous un gouvernement Mauroy. Vous présidez aujourd'hui également le conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et vous êtes, on peut le dire aujourd'hui comme hier, à la gauche du Parti socialiste. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Bonjour. Et c'est Corinne Laurent qui va vous poser la première question, peut-être bien Corinne, sur la valse hésitation du Premier ministre. Oui, tout à fait. Le gouvernement a reporté la loi famille, mais à présent, il assure vouloir examiner sans tarder plusieurs aspects du texte. Ça fait beaucoup de revirements. Pas encore de remaniement. Pas encore de remaniement, non. Beaucoup de revirements. Est-ce que tout ça, au fond, n'est pas très mal géré ? C'est un lapsus freudien, ça. Ouais. Voilà, nous le prendrons comme tel. Henri Emmanuelli. Écoutez, oui, ça fait un peu désordre, mais c'est aussi, me semble-t-il, la tentative de réparer une erreur, quoi. L'erreur qui était de renoncer comme ils l'ont fait au lendemain d'une manifestation, oui, qui a donné le sentiment d'une capitulation en race campagne, et qui, moi, je l'ai dit, en a blessé certains, et j'en fais partie. Blessé ? Oui, blessé. C'est-à-dire, expliquez-nous. Je veux dire par là que ça touche aux convictions profondes, Oui. quoi. Moi, je pense que la République française est laïque. C'est écrit d'ailleurs dans sa constitution, et qu'on n'a pas à positionner des projets de loi ou les dépositionner en fonction des humeurs de telle ou telle mouvance. Voilà. Alors, Alain Baron, Radio Notre-Dame. En même temps, est-ce qu'il n'est pas légitime de prendre en compte les inquiétudes d'une partie de la population ? Oui, mais enfin, prendre en compte une partie légitime de la population contre son propre camp, c'est peut-être quand même... c'est trop de charité, je dirais. Trop de charité. Oui, vous trouvez que le gouvernement a sacrifié François Hollande, ont sacrifié une partie de leur majorité, de leur gauche, électorat. Oui, moi je dis à l'Assemblée hier, quand même, les parlementaires de gauche ne sont pas heureux, quoi. Ils ne sont pas heureux, ils sont énervés. Oui. Ils ne sont pas contents, à la fois sur le fond et sur la méthode, mais peut-être plus encore sur la méthode que sur le fond. Parce que, en fait, cette affaire est quand même assez surréaliste. Dans cette loi, il n'y avait pas la GPA, il n'y avait pas la PMA. Or, les gens manifestaient contre la GPA et la PMA. Bon, donc, on retire une loi parce que des gens manifestaient contre quelque chose qui n'y était pas. Ça devient surréaliste, quoi. Ça devient surréaliste. Romain Mazenot, Vous dites il n'y avait pas la PMA, Non. il n'y avait pas la GPA, il y avait quand même des questions lourdes, la filiation, l'adoption, l'accès aux origines, le statut du beau-parent. Oui. Est-ce que sur ces questions qui ne sont pas des petites questions, vous non, ne trouvez ce pas sont- légitime de faire une vaste consultation de tous les courants de pensée, y compris de l'Église catholique ? On a vu. Moi, j'ai pas beaucoup participé à ce débat. Je suis plutôt dans les questions financières, donc On va en parler aussi. c'est on va en réparti parler un peu aussi, les oui. choses. Oui. On peut pas tout faire. Donc, j'ai pas été un pilier de la loi mariage pour tous. Mais enfin, vous avez vu la durée des débats, la longueur des débats. On n'en finissait pas, on n'en sortait pas, des heures et des heures et des heures et des semaines. Alors qu'on consulte l'Église, oui, qu'on consulte aussi les autres. Et sur la PMA J'ai une vision peut-être un peu approximative de ce que sont les réalités dans ce pays, quand même. Et sur la PMA, quelle est votre opinion personnelle ? Sur la PMA, moi je suis pour, évidemment. Moi je suis pour la PMA. Pour les couples de femmes ? Je suis pour, oui. Oui. Je suis pour, mais je peux m'expliquer Allez-y. là-dessus. Je suis pour la gestation pour autrui aussi. Alors là, groupe socialiste, c'est Donc très c'est pas partagé. tout à fait la même chose, c'est très- partagé chez vous. C'est très partagé chez nous. Et on en parle. Parle. Pour la PMA, je suis pour. Écoutez, on va être dans une situation, là, d'ici un mois, où il y aura des Espagnols qui viendront pratiquer l'IVG en France et des Françaises qui iront pratiquer la PMA en Espagne. Parce qu'en Espagne, elle est autorisée. Bon. Donc on arrive comme ça, à force de vouloir reculer les applications de ce que j'appelle les biotechnologies et les biosciences. Oui. Pour moi, je comprends qu'on ne partage pas ce point de vue, mais moi, c'est mon point de vue. Et à force de vouloir empêcher, de retarder, on arrive à ce genre de situation grotesque. Et la gestation pour autrui, c'est pareil. Elle sera interdite chez nous, mais en Ukraine, en
Lituanie, pas en Lituanie, en Bulgarie, partout on peut la faire, en Inde, aux États-Unis. Donc voilà, une fois de plus, on aura la noria des gens qui veulent bénéficier. C'est leur problème de ce genre de service, qui iront à l'étranger. Mais alors, on a le sentiment où est le gain moral? Moi, je ne vois que des risques. C'est que ce soit fait dans des pays où il n'y a pas les précautions et les contrôles qu'il y aurait chez nous. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, mais en même temps, vous voyez bien que le PMA et GPA, c'était bien quand même en toile de fond, même si c'était en toile de fond. Même si c'était pas dans la loi. Oui, mais alors maintenant, vous voyez, si on en est s'inquiéter. maintenant à manifester contre les toiles de fond, et puis si on en est à ne plus pouvoir avancer parce qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes légitimes à leurs yeux. Mais je ne comprends pas toutes ces discussions, je vais vous dire pourquoi. Moi, je comprends parfaitement qu'il y ait des femmes, des hommes, qui soient contre l'IVG, contre la PMA, contre la... Mais personne ne leur demande de le pratiquer. Oui, pourquoi veulent-ils interdire aux autres de le faire? Vous savez c'est quand même extraordinaire, ça. A un effet légalisateur. Mais c'est pas... quand même un effet... Quand même, si on dit c'est dans la loi, donc... Ah si, quand même. Et alors, il faut que la loi, du coup, n'est-ce pas, réponde au droit canon. Mais non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais on a le sentiment, Henri Emmanuelli, que je vous le dis matière... comme je le pense vraiment, quoi. Sur le fond, moi, je comprends. Une dame ne veut pas... D'abord, je pense pour une femme, une IVG, c'est toujours un drame. Hein, c'est jamais quelque chose de simple et d'anodin. C'est clair pour vous. Bon, il peut y avoir quelques cas marginaux, limite. Non, on les connaît je dirais, sur tous les sujets, ces cas marginaux, limite. Mais pour une femme, c'est un drame. Qu'une femme dise « moi je ne veux pas », je comprends tout à fait. En plus, je rappelle d'ailleurs, j'en profite, pour dire que dans tous les départements de France, il y a des centaines de familles qui attendent pour adopter un enfant. Et dont ça fera la joie. Donc, y compris, et je le dis parce que je pense qu'il faudrait que les médias, je fais appel à la Croix d'ailleurs, là, il faut le rappeler ça. Parce que je pense que si les gens le savaient... Voulez-vous dire qu'il faut laisser naître ses enfants pour qu'ils soient adoptables? Je veux dire par là que pour une personne qui aurait un problème moral énorme, à la limite, il y a aussi cette solution. Okay. L'enfant vient, on ne peut pas l'élever, on ne veut pas... Il y a des familles qui attendent, et qui attendent depuis longtemps, et qui connaissent, alors elles, du coup, des drames, parce qu'il n'y a pas d'enfant. Donc, je comprends que des femmes ne veuillent pas avorter, mais pourquoi avoir un cadre juridique qui l'interdirait? Je l'ai connu, moi j'ai connu des femmes condamnées au tribunal parce qu'elles avortaient. J'ai manifesté devant des tribunaux avec une écharpe tricolore. Ça a été une des mes premières sorties de parlementaire pour autoriser l'avortement. En 78, il y avait encore des condamnations. Et des dossiers. Mais alors, qui traînaient. Henri Emmanuelli, sur le fond, on a l'impression que les socialistes, en matière d'éthique économique, sont sensibles au bien commun, alors qu'en matière d'éthique privée, vous professez, vous l'avez dit, une sorte de libéralisme très individuel, et que le bien commun vous semble loin. Ah oui, mais je ne vous fais pas dire. Henri Emmanuelli. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas de mon avis, alors ne pratiquent pas le libéralisme, alors qu'est-ce qu'ils pratiquent? L'autoritarisme? Oui. Donc vous vous affirmez libéral en matière d'éthique privée? Oui. Oui. Moi, je crois à la science, elle m'a sauvé la vie 2 fois. Je crois aux biosciences, je crois aux biotechnologies. J'en attends beaucoup. De ce point de vue-là, nous sommes nés trop tôt. Nous n'aurons pas le bénéfice de reconstitution d'organes par les cellules. Vous aspirez à notre éternité, etc. Oui, mais je l'avais déjà manifesté en 2001. J'étais celui qui a porté toute une nuit un amendement sur le clonage qu'on appelait à l'époque thérapeutique. Et donc, quelle était Et votre je me position? souviens d'un débat ahurissant. La conclusion, c'est que le gouvernement l'a fait rejeter pour ne pas déplaire à l'électorat. Mais vous-même, vous étiez favorable? Mais j'étais favorable. Le résultat, on ne l'a pas fait. Oui. Monsieur Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque, a dit Monsieur Emmanuelli a raison, mais c'est trop tôt. Oui. Voyez, quoi, on a perdu 10 ans dans la recherche sur le sujet. Mais c'est toujours votre Les position. pays anglo-saxons l'ont fait. Vous êtes favorable au clonage? Oui, mais enfin, maintenant, c'est un peu dépassé, scientifiquement. On n'en parle pas pour l'instant. Oui, parce que oui. ils ont... Il y a, en 2001, c'était une demande des scientifiques. Oui. Aujourd'hui, je pense que ça ne l'est plus parce qu'ils ont trouvé d'autres solutions. Ça pourrait revenir. Romain Masneau, RCF. Alors, il y a une autre question qui est sans doute encore plus lourde, c'est la fin de vie. Est-ce qu'une loi peut régler toutes les situations dans leur complexité, dans leur singularité? Une loi ne peut pas régler toutes les situations. Ce genre de situation, in fine, ressort de la conscience de chacun. C'est ce que j'essaie de dire, de la conscience de chacun. Mais une loi... De chacun tout seul? Sur la fin de vie, les entourages. La famille aussi, bien sûr. Mais une loi ne peut pas l'interdire. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle l'interdise. Et si elle l'autorise, même chose.
c'est pas parce que c'est autorisé qu'on est obligé de le pratiquer. Est-ce que la loi Leonetti n'est pas suffisante aujourd'hui? La preuve que non, vous voyez les drames Ouais. qu'on vit encore. Enfin, les drames, il faut aussi relativiser, hein, c'est un nombre très réduit, mais qui font effectivement parler d'eux parce qu'ils touchent à des fondamentaux, touchent à l'essentiel, la vie, la mort. Dès qu'il s'agit de la vie et de la mort, on est dans l'essentiel, ou l'essentialité. Donc comment vous qualifieriez votre position? Vous êtes favorable au droit au suicide assisté ou à l'euthanasie? Qu'est-ce que vous diriez, Henri Moi, je Emmanuel? suis droit à l'euthanasie, Ouais. telle qu'elle est pratiquée en Suisse ou dans d'autres pays, avec beaucoup de précautions. Hein, attention, on ne peut pas se faire comme ça. Il Ouais. faut qu'il y ait des magistrats dans le coup, il faut qu'il y ait des témoins, il faut que l'autorisation des familles. Ça ne se pratique pas à la légère. Mais là, c'est pareil. Tout le monde sait qu'il y a des gens en France qui vont pratiquer ça en Suisse, par exemple. Une question de Corinne Laurent, Lacroix. Oui, certains de vos collègues socialistes sont un peu circonspects par rapport au sujet de société. Ils pensent qu'il faudra en prioriser certains plutôt que d'autres. La PMA, GPA ne concernerait un faible nombre de personnes, alors que la fin de vie, par exemple, concerne peut-être davantage Ça, de c'est vrai. familles et de personnes. Vous pensez que le gouvernement devrait peut-être accélérer sur c'est un vrai. sujet plutôt que sur l'autre? Henri Je vais vous Emmanuel. dire, moi, je m'intéresse plus aux réformes sociales, aux réformes sociétales. Hein. Je crois qu'on se comprend bien. Donc ma priorité n'a pas été comme préoccupation la PMA, la GPA ou l'euthanasie. Je m'intéresse plus à d'autres sujets, je m'intéresse plus au chômage, à la rentabilité du capital, au niveau des investissements. Alors on va en parler évidemment. Donc ce n'est pas Ouais. mon obsession en tant que parlementaire. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Et moi, ce que je trouve dommage dans ces questions-là, alors au risque peut-être de faire de la peine, mais ce sont sans arrêt ces combats en retardement. Car je suis persuadé que ça ne peut être que des combats en retardement. C'est-à-dire que pour vous, il existe un sens du progrès Bien sûr, C'est ça. bien sûr. Et je crois au progrès. Je continue à croire au qui progrès. va dans ce sens de plus de libéralisme individuel. C'est ça que... Oui, puis de Oui. bénéficier de ce que la science a découvert. De la science, Bon, après, la maladie, quand même, on se soigne. Bon, personne ne conteste qu'il faille se soigner. On a gagné 30 ans de vie. Bon, tout ça, ce sont des réalités. La démographie, c'est à la fois la médecine et aussi des conditions sociales qui font qu'aujourd'hui, on est à plusieurs milliards d'individus, alors que pendant près de 2000 ans, on est Et resté du coup, la à question de la fin de vie se pose alors qu'elle ne se posait pas autrefois. Voilà. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Revenons justement au social. On a prêté à M. Pillon l'idée de geler les salaires des fonctionnaires pendant 2 ans. Ça a été démenti, mais bon, ça fait partie des désordres actuellement qui agitent. Oui, mais là... Quel est votre sentiment? Là, attention, hein, là, je répéterai pas ce que je dis tout à l'heure, parce que là, les rumeurs, moi, je considère pas que les rumeurs font partie des désordres. Les rumeurs font partie d'un dérèglement de l'époque, Ce sont du que des moment, rumeurs. et font partie aussi d'un dérèglement du système d'information. Alors, pas forcément à les télé, les journaux, hein, il y a aussi Internet, il y a Twitter, il y a Facebook. Alors, les rumeurs prennent de l'ampleur. Mais pour aller plus profond, je pense aussi que si les rumeurs fleurissent comme ça en ce moment, c'est parce qu'il y a une dépression, quoi. C'est parce qu'il y a une crise. Il y a un terrain propice. Je pense que s'il y avait de la croissance et moins de chômage, il y aurait moins de rumeurs, pour faire simple. Crise du régime Et aussi. je ne sais quel historien, il m'excusera, disait cette semaine, ben oui, on constate que chaque fois qu'il y a crise, il y a montée des rumeurs. Et ça, c'est compréhensible. Hein. Romain Masneau, RCF. Sur le pacte de responsabilité de François Hollande, vous vous êtes montré assez réservé. Vous avez dit, je crois, que plutôt que la fin des cotisations familiales patronales, vous auriez préféré un crédit d'impôt investissement. Est-ce Ouais. que vous pouvez nous expliquer un peu ce Henri dispositif? Emmanuel. Allez-y. Oui, pardon. J'ai cru que vous Allez-y, m'appeliez, allez-y, je me allez-y. demandais où je m'étais perdu. On vous écoute, on vous écoute. Moi, je ne suis pas pour une approche globale. Déjà pour le CICE, hein, le fameux CICE, c'est-à-dire l'aide aux entreprises. C'est du Celles et impôt ceux qui nous compétitivité, écoutent, voilà, puisque c'est l'aide au salaire, quoi, hein, pour les plus bas salaires. Je n'étais pas pour une approche globale. Moi, je suis pour qu'on cible. Là, c'est la même chose. Qu'on aide aujourd'hui l'investissement, c'est-à-dire la reconstruction de notre appareil de production, et notamment de notre appareil de production manufacturier. C'est ça Il y a un avenir pour ça. le point faible. Et bien sûr qu'il y a un Oui. avenir. Regardez les Allemands. Pourquoi eux, ils vendent des voitures et pas nous? Enfin, en tout cas, on en vend moins. Parce que c'est pas une histoire de salaire, comme on l'a dit. C'est une histoire de stratégie. Ils ont choisi les hauts de gamme. Ils ont choisi la compétitivité par la qualité. On a choisi la compétitivité par les prix. Et là, on est mal armé, Et évidemment. comment on est très rattrape le bas. retard alors? Parce que Par un investissement massif, justement. Par un investissement massif.
Puis aussi, par un peu de pédagogie. Moi, je veux bien que la FEP s'occupe beaucoup, et là, qui est l'association des grandes entreprises du CAC 40, s'occupe beaucoup d'économie, mais j'aimerais qu'elle rappelle aussi que l'investissement est nécessaire, l'investissement manufacturier. Et quand je regarde, moi, ce qui s'est passé en France et en Allemagne, je m'aperçois qu'en Allemagne, pendant les 10 dernières années, on a distribué beaucoup moins de dividendes qu'en France, et on a investi. Alors, on n'a pas investi beaucoup plus qu'en France, d'ailleurs, mais on a investi dans la qualité, pour sortir des produits de qualité. Et la bataille est là. Donc, pour revenir au pacte de responsabilité, moi, j'étais aussi pour une approche ciblée sur l'investissement. Parce que là, on nous dit, on va baisser les charges des entreprises, et si on reconstitue ce qu'on appelle leur taux de marge, d'ailleurs leur capacité d'investir, elles vont investir. Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais non. Et puis, si on regarde les courbes, il n'y a rien qui l'indique. Le taux de marge, par exemple, le fameux taux de marge, dont parle sans arrêt M. Gattaz, moi j'ai regardé, il n'y a pas de corrélation réelle entre le taux de marge et le niveau des investissements. Il n'y en a pas, contrairement à ce qu'ils disent. Quand il était à 30, c'est-à-dire bien plus qu'aujourd'hui, ou 32... Il n'y avait pas plus d'investissement. Non. D'accord. Non. Ok, on va revenir sur ces questions économiques, mais c'est le moment de marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Henri Emmanuelli. À tout de suite, restez avec nous, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Henri Emmanuelli, député socialiste des Landes. Henri Emmanuelli qui reste avec nous, merci. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Oui, quand la droite dit qu'il est absurde de demander aux entreprises des contreparties chiffrées en termes d'emploi parce qu'on n'est pas dans une économie administrée, qu'est-ce que vous répondez ? Henri Emmanuelli. Moi, je dois dire que je comprends un peu. Je comprends un peu que le patronat puisse pas dire je m'engage à créer des emplois, parce que les situations sont... Prenons le cas d'une entreprise qui marche bien, qui fait du bénéfice et qui investit, qui achète des robots, par exemple, qui robotise un peu plus sa production. A priori, elle ne va pas embaucher. Elle va plutôt diminuer sa masse salariale. Les robots, elle les achète pour ça. Donc, elle va faire son job, si j'ose dire, elle va être dans le bon sens, mais en même temps, elle ne va pas être créatrice d'emplois. Donc vous êtes méfiant. Donc, je suis méfiant parce qu'en plus, ces engagements n'ont jamais été respectés, quoi. Je me souviens de Papa Gattaz qui nous promettait, je ne sais plus combien d'emplois, si on supprimait l'autorisation administrative de licenciement, on ne les a jamais vus. Autorisation administrative qui existe toujours aux Pays-Bas, ce que je n'entends jamais dire en France. Vous souhaitez le retour de Non, cette mais on mesure? nous a expliqué que c'était un archaïsme, une monstruosité, qu'on allait en mourir. En réalité, regardez la Hollande, elle ne meurt pas plus que nous, quoi. Corinne Laurent, La Croix. Oui, François Hollande est obsessionnel sur ce pacte de responsabilité. C'est sa priorité pour l'année 2014. On comprend que... Si, il veut absolument que ça aboutisse, qu'il y ait des solutions. Et est-ce que vraiment, par où on peut aller chercher ces contreparties? Vous avez évoqué l'investissement. Est-ce que c'est juste là ou est-ce qu'il y a d'autres filons pour essayer d'obtenir des contreparties des entreprises? Henri Emmanuelli. Moi, je pense qu'il faut demander au patronat... Mais encore une fois, moi, la méthode qu'on a choisie, qui est globale, et ce que je voudrais dire, et que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces approches globales ont une signification politique, en réalité. Pourquoi moi, quand je dis, mais pourquoi on ne choisit pas l'investissement? C'est ça. Mais comment faire? J'ai pas de réponse, Non, mais on me dit pas... Choisir l'investissement, ça signifie quoi? Aider l'investissement, défiscaliser. Tout ce qui est investi n'est pas fiscalisé, déductible. Et pour les entreprises qui sont en difficulté, un crédit d'impôt investissement, pourquoi pas une aide, quoi, carrément positive. Bon. On ne me répond pas. Parce qu'en réalité, on n'a pas une préoccupation uniquement économique. Il y a aussi, derrière ces approches globales, une certaine approche politique, n'est-ce pas? Donc vous contestez Alain Baron. Clairement, parce que c'est trop... c'est quoi? Je conteste, je pense que c'est une erreur parce que ça n'aboutira pas ou ça ne marche pas. La démocratie est un moteur à deux pistons. Il faut qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait une opposition. Je partageais très fort cette conviction avec Philippe Séguin. La démocratie ne peut pas être un moteur à un seul
piston bloqué. Ça finit mal. Et aujourd'hui, ça nourrit les extrêmes et ça finit mal. c'est la situation où on est aujourd'hui. C'est ce que certains rêvent de faire. Centre-gauche, centre-droit. On réunit l'éternelle histoire, les élites, les intelligents, les gentils, les raisonnables. Et avec eux, on fait... Ça n'a jamais Vous ne croyez pas à l'union fonctionné. nationale Vous ne croyez pas à l'union nationale L'union nationale, c'est autre chose. C'est s'il y a danger. Oui, en cas de danger. Mais dans la situation où nous sommes... Oui, pourquoi pas. D'accord. Je ne suis pas par principe contre... Si Marine Le Pen... l'effort collectif est partagé. Si Marine Le Pen remporte les européennes, par exemple, oui. il faut poser un geste fort. Mais elle va remporter les européennes et après, je dirais. Alors, je vais peut-être surprendre. Parce que moi, ce que je veux voir... Pour vous, c'est fait, elle va remporter les européennes. Non, non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, d'accord. Mais vous allez voir le différentiel qui va exister entre le score aux municipales et aux européennes. Pourquoi Parce que les gens qui vont éventuellement voter pour le Front National aux européennes, c'est-à-dire qu'ils vont manifester leur mauvaise humeur, ou leur déception, ou leur agacement, ou leur rejet du système, ceux-là ne vont pas confier les clés des mairies au Front National. Et vous verrez le différentiel qui va exister entre les deux. Et ça devrait être très suivi, attentivement suivi. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, justement, puisqu'on aborde les élections, quel est le scrutin qui vous inquiète le plus? Celui des municipales ou celui des européennes? Celui des municipales, parce que je pense qu'il touche au fond, alors que celui des européennes sera un scrutin, on le sait à peu près, sera un scrutin... Pour dire, les Français, les Françaises, à tort, ne mesurent pas l'importance du Parlement européen. Donc pour eux, on peut voter, on peut se défouler, on peut se faire plaisir, c'est sans conséquence. Donc ça sera Ils un connaissent défouloir. peu leur Parlement, ils ne savent pas qui sont leurs parlementaires, ils ne savent pas du tout, pas très bien ce qui se passe à Bruxelles. Donc ils se font plaisir. Y compris les électeurs de gauche qui ont besoin de se défouler. Y compris. Au municipal, vous verrez, c'est pas pareil. Et ce ne sera pas pareil non plus d'ailleurs au régional l'année Et prochaine. vous êtes sur quelle option? Corinne Laurent. Vous pensez que ce sera une pilée, comme on dit, ou vous êtes plutôt sur une option, oui, ça va être catastrophique? Ça ne sera pas une pilée ou ça sera plutôt une Je catastrophe? pense que les européennes, ce sera, aujourd'hui, tel que ça se profile, ce sera mauvais. Mais je pense que les municipales vont passer avant. Et que ça, on sous-estime le fait que les municipales vont passer avant les européennes. Et qu'à mon humble avis, pour les municipales, sauf dans quelques endroits, il y en aura. Mais les Françaises et les Français ne donneront, je dirais ça comme ça, donneront très difficilement les clés des mairies au Front National, dont sur le fond, ils n'attendent pas grand-chose. Alain Baron. Sur le municipal, Radio le Notre-Dame. Parti socialiste a l'air assez confiant, finalement. Est-ce que vous partagez cette confiance? Oui, Emmanuel. parce que je regarde, enfin pour le morceau de terrain que je connais bien, il n'y aura pas de grand bouleversement. Il n'y aura pas de... Là où il peut y avoir de la casse, c'est dans certaines villes moyennes par l'abstention. À l'ennemi, c'est l'abstention. C'est pas un changement de vote. D'ailleurs, en France, les élections se font comme ça. Le camp qui gagne, eh ben, c'est celui où on a voté. Et le camp qui perd, c'est celui où on s'est abstenu, à chaque fois. Bon. Donc votre crainte, c'est l'abstention? Oui, pour les villes moyennes, pour les villes de 100 000, pour les villes de 4, je dirais entre 50 et 150 000. Romain Masneau, RCF. Oui, je voulais revenir aux questions économiques. Si la grande réforme fiscale annoncée se résume finalement au prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu et à la suppression de micro-taxes, est-ce que ce ne sera pas une micro-réforme? Est-ce que ce ne sera pas un échec? Alors non, je ne peux pas toujours dire du mal de mon gouvernement quand même. Alors allez-y, dites du bien. Je veux dire du bien. Mais je ne suis pas sûr qu'ils m'écoutent là non plus. Détrompez-vous, la retenue à la source est considérable. Pourquoi? Ça suffit. Mais je ne dis pas que ça suffit, mais c'est considérable. Chez nous, c'est une révolution. Tous les pays d'Europe du Nord, ou d'Europe de l'Ouest en général, qui ont un rendement important de l'impôt sur le revenu, ont tous le prélèvement à la source. Si vous n'avez pas le prélèvement à la source, vous avez le système français, où la moitié des ménages ne paient pas d'impôt sur le revenu, et du coup, ceux qui le paient, ça monte en flèche. Et donc, ça rapporte peu, ce qui n'est pas normal, parce que c'est l'impôt progressif. L'impôt sur le revenu, normalement, c'est l'impôt de la justice fiscale. Donc le prélèvement à la source serait plus juste? Eh bien oui, parce qu'il est dans l'assiette, et il permet de changer complètement les tranches, et de faire en sorte qu'on ait une montée régulière en courbe, au lieu d'avoir un plat, et puis hop, une montée comme ça. Chez nous, il y a plus... Je peux me tromper, j'ai des chiffres qui sont peut-être dépassés en tête, mais 23 ou 26 millions de foyers fiscaux qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Donc là, il paierait? Ça, c'est pas lié. Là, ils paieraient très peu. Très peu. Parce qu'il y a fusion avec la CSG. Donc en fait, leur CSG... Et c'est là qu'on peut se poser la question
de la fusion, que moi je crois une bonne idée, parce que quand je regarde le système fiscal français, c'est simple. Chez nous, il y a toujours plus de fiscalité indirecte que directe. Oui. Et ça remonte à Sully. Sully a essayé d'arranger ça, ça n'a pas marché. Et donc il faut inverser ça? Il voulait faire un impôt sur le capital. L'Église a dit je ne paierai pas. Donc l'aristocratie a dit moi non plus. Du coup, exit. Et on a augmenté les taxes indirectes. Quelques temps plus tard, un certain Colbert veut faire la même chose. Il dit il y a trop d'impôts indirects, pas assez d'impôts directs. Il veut faire quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui un impôt sur le patrimoine. Mêmes intervenants, même résultat. Et nous, je me souviens, on a fini par augmenter la TVA aussi, quoi. Hein. C'est-à-dire, il y a dans la conscience collective ou la subjectivité collective française une espèce d'allergie à la fiscalité directe qui fait qu'on est un peu à l'envers des autres. Donc vous pensez qu'il faut surmonter ça? Je pense que pour surmonter ça, il faut passer par la retenue à la source. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc c'est important en soi. Et après, le reste, je serai pour la fusion. Je ne suis pas sûr que ce gouvernement fasse la fusion, très franchement. Parce que il n'a pas l'air parti. Parce que c'est vrai que c'est un chantier important, que ça va entraîner des transferts, comme on dit. Pas tout à fait les mêmes qui vont payer. Et alors, dans ces cas-là, on entre toujours dans le même scénario. Ceux qui paient moins ne disent rien, et ceux qui paient plus hurlent. Voilà, à la française, quoi. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Dans le cas du pacte de responsabilité, on évoquait la fin des cotisations familiales pour les entreprises. Qui va payer la politique familiale? Est-ce qu'elle a encore un sens, cette politique familiale? Bah oui, le quotient familial, si vous trouvez qu'il n'a pas de sens. Vous y tenez? Moi j'y tiens, moi je serais pas pour le quotient familial, je serais pour un crédit impôt enfant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les enfants de pauvres rapportent autant que les enfants de riches ou vice-versa. Parce qu'aujourd'hui, le quotient familial, selon que vous avez 300 000 euros de revenus ou 20 000, c'est pas tout à fait le même effet, quoi. Alors on nous répond, parce qu'on évoque ça à la Commission des finances, on nous répond à chaque fois, oui, mais dans les familles où il y a les moyens, disons ça comme ça pour ne fâcher personne, il y a davantage de besoins pour les enfants que dans les familles où il n'y a pas de moyens. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un curieux raisonnement quand même. Hein. Ça consiste à dire à un enfant de famille... Et je me mets dans les familles aisées, hein, je me mets pas... ça a été le cas de mes enfants. Ils m'ont rapporté beaucoup plus que les enfants d'un smigard, oui. D'accord. Mais qu'est-ce que c'était le principe d'universalité des allocations familiales aussi, c'est-à-dire que tous les enfants sont égaux finalement. Et non, avec ça, non, justement. Il le serait s'il y avait un crédit impôt qui est le même pour tout le monde. Avec le quotient familial, c'est l'inverse. Ils sont totalement inégaux. Si vous avez 300 000 de revenus, une demi-part, ça va vous rapporter pas mal d'argent. Si vous avez 20 000 euros ou 30 000, ça va vous rapporter très peu. Henri Emmanuelli, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent et qui considèrent, notamment on l'a entendu dans la rue lors des manifestations, que le gouvernement est en train de saborder la politique familiale? C'est une rumeur pour vous? Non, je crois que c'est... oui, voilà, c'est absolument faux. D'ailleurs, la démographie française le prouve. Hein. Moi, je suis depuis très longtemps, trop longtemps pour beaucoup, d'ailleurs pour certains, à la tête d'un département qui a le privilège d'être le deuxième ou le premier... Dans les deux premiers, en tout cas pour la croissance démographique. Comment vous l'expliquez? J'ai connu ce département de 280 000 habitants, je le vois à 400 000 aujourd'hui. Mais d'abord par phénomène interne à l'Hexagone, c'est-à-dire que les gens se déplacent vers les côtes. Hein, Donc vous avez accueilli beaucoup de monde? Dès qu'il y a du littoral. Le littoral attire. D'accord. Partout. Alors un peu plus dans le sud, évidemment. Que mais sinon? Et aussi par les chiffres de la natalité. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que les Landais sont prolifiques? Ah non, mais c'est pas les Landais qui... le fait qu'on soit en tête, nous, c'est l'apport, l'immigration intérieure. Hein. Mais il y a une fécondité française forte, n'est-ce pas, malgré l'IVG, pour rassurer ceux qui craignaient que l'IVG allait tuer la démographie française. Ça, je l'ai entendu, réentendu. Il y a toujours ce chiffre de 1 IVG pour 4 naissances en France, qui est un chiffre problématique. Problématique peut-être, mais la fécondité française était la plus élevée d'Europe, oui. En Espagne, vous avez vu ce qu'elle est devenue, la fécondité, c'est 1,2 enfants par couple. Une dernière question de Corinne Laurent-Lacroix. Oui, l'autre chantier de l'exécutif, c'est trouver 50 milliards d'économies d'ici à 2017, si ce n'est plus. Comment, vous avez été ministre du budget, comment on va chercher ces économies? Est-ce que je peux revenir un peu sur politique familiale? Je m'en excuse, mais c'est quand même important. C'est une vieille rengaine de la droite. À chaque fois que la gauche est au pouvoir, sacrifier la politique familiale. Mais c'est pas vrai. On n'a pas supprimé le quotient familial.
On crée des crèches partout. C'est fait pour quoi? C'est pas fait pour aider les familles. Enfin, je pense que tous les élus socialistes, de droite aussi d'ailleurs certains, et pas que les socialistes, mais pas moins chez les socialistes qu'ailleurs, en tout cas j'en suis sûr. Bon, l'éducation, c'est pas pour les enfants et la famille, c'est pour qui? C'est pour les petits martiens. Donc, non, c'est une rengaine infondée. Ce que la droite veut dire, c'est que la gauche fait progresser la société et que la famille ressemble de moins en moins à son modèle de famille traditionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est une famille traditionnelle? C'est ça le nœud du débat pour vous. Voilà. Le nœud du débat, c'est là. Mais c'est... Alors, que la droite, hein, pour conclure un peu de façon simpliste, dise la famille que veut la gauche ne nous plaît pas, ok. Mais qu'ils disent qu'elle détruit la famille, non, c'est ridicule. Très bien, on en restera là pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Notre invité donc est Henri Emmanuelli, qui est donc député socialiste des Landes. Nous le retrouvons dans quelques instants. Restez avec nous, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Henri Emmanuelli, député socialiste des Landes. Il est interrogé dans cette édition par Corinne Laurent pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui pose la première question de cette dernière partie de Face aux chrétiens. Monsieur Emmanuelli, le président Hollande était chez le Saint-Père il y a peu. Il semblerait qu'il y avait quelques points de convergence sur l'international. En revanche, sur le sociétal, comme vous dites, ce n'était pas la même chose. Que vous inspire cette visite? Vous trouvez que c'est bien? J'aurais bien aimé être sous la table, là, pour savoir ce qu'ils se sont dit exactement. Vous ne l'avez pas su? Non, mais si je comprends bien, vous non plus. C'est pas tout. Non, on subodore quand même. Subodore que le pape n'a pas félicité Hollande sur la loi sur le mariage pour tous. Je pense pour ma part qu'il est beaucoup plus discret sur l'IVG, encore que l'Église traditionnelle. Là, c'est un sujet que je ne comprends pas. Je le dis aux chrétiens qui nous écoutent. Le nombre de gens que je connais bon, vous savez, il y a peu de pratiquants aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal de catholiques, quoi. Et ça, c'est avec les jeunes femmes en particulier, les jeunes, c'est un sujet de rupture terrible, cette histoire d'opposition à l'IVG. Donc, moi je ne sais pas, mais ils ont dû se dire des choses comme ça. Puis, ils sont aussi tous les deux chefs d'État. La France est la fille aînée de l'Église. Il faut quand même être gentil avec sa fille aînée aussi. Vous avez quelle image du pape François, Henri Emmanuelli? Plutôt positive aujourd'hui, plutôt positive, oui. Enfin, pourquoi je dis plutôt, d'ailleurs positive, oui, par rapport à ce qu'on a connu. Qu'est-ce que vous attendez de lui? De l'ouverture. De l'ouverture. De l'ouverture. Vous savez, moi je viens d'un milieu qui était à l'origine très hostile. Culturellement? Oui, culturellement anticlérical même. Et tout au long de ma vie politique, ça m'avait quitté. Parce que je m'étais aperçu que l'Église était plurielle, qu'elle avançait, bon, que c'était pas caricatural. Et là, je dois dire que depuis quelques semaines, là, on a l'impression que ça revient, quoi. C'est désagréable. Les catholiques dans la rue, ça vous fait peur? Et je crois que c'est pas une bonne chose pour l'Église. Franchement, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, mais enfin, en même temps, je suis pas en charge. Mais de quelle façon devrait-il s'exprimer? Mais qu'ils disent, ça nous pose problème, on n'est pas d'accord, et qu'ils proclament haut et fort, on ne le fera pas, et on demande à nos frères et sœurs de ne pas le faire. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Mais vouloir peser sur l'ensemble de la société au nom de ses propres principes, mais réfléchissez 2 minutes. C'est pas ça la démocratie, non? Non, si on faisait ça avec tout le monde, on ne sait plus où on va, quoi. D'accord, donc c'est ça que vous mettez en cause. Beaucoup de gens le font pourtant, que ce soit des revendications... Mais c'est pas lié à des convictions religieuses personnelles et intimes. Mais ça peut être lié à des convictions éthiques, à des convictions sociales. Mais par exemple, Vous pensez que la défense de la dignité de la vie, du début jusqu'à la fin, c'est pas quelque chose je suis très dubitatif sur ce genre de formule. Prenons les enfants. Pendant la loi Le mariage pour tous, j'ai reçu des tas de lettres. On protège la famille, on protège l'enfant. Moi, je suis président de conseil général. J'ai 2000 enfants sous ma garde. Je suis le tuteur de 2000 enfants dans un département de 400 000 habitants, placés soit par la justice, soit par les services sociaux, dans des familles, puisque les orphelinats, c'est heureux, n'existent plus. Donc, on croit quand même savoir un peu ce qu'est la problématique de l'enfance maltraitée.
Et vous y êtes attentif. et donc je sais que toutes les familles ne sont pas heureuses, contrairement à ce qu'on nous dit, qu'il y en a même beaucoup, vous avez eu le chiffre là, qui pose problème. Donc protéger la vie, c'est pas protéger des principes, c'est protéger la vie au jour le jour, n'est-ce pas, dans le quotidien. Et quand je recevais des lettres de certaines personnes, je n'irai pas plus avant, mais qui manifestement n'auront jamais d'enfants, quel que soit leur sexe, et qui m'expliquaient qu'elles m'écrivaient pour la protection de l'enfance, un peu difficile, quoi. Hein. D'accord. Une question de Corinne Laurent-Lacroix. Oui, j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure sur les économies. Vous me tendez un peu la perche parce que vous êtes un élu local depuis plus de 35 ans. Vous avez eu le temps. Vous avez eu le temps d'observer et donc on demande à faire des économies, 50 milliards d'ici à 2017, peut-être plus, notamment les collectivités locales. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut les regrouper? Est-ce qu'il faut en supprimer? Alors, le millefeuille territorial. Ouais, mais alors ça, c'est devenu un fait quoi sujet très médiatique, très porté par l'air du temps, Oui. et à mon avis, un peu factice. Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, Henri Ben Emmanuel non, ça ne veut pas dire circuler, il y a Allez-y. toujours à voir, il y a forcément toujours à voir. Mais hier, j'étais à l'Assemblée où on parlait de simplification. Et il y avait quelqu'un qui disait le principal obstacle à l'investissement, c'est l'empilement des collectivités locales. Non, c'est complètement faux. C'est pas un problème. Moi, quand un industriel arrive dans les Landes, il est accueilli par le service d'action économique qui travaille en symbiose complète avec celui de la région. On se déplace ensemble. On se marche pas sur les pieds. Mais bien sûr que non. Non. Et c'est fait dans la matinée. Donc c'est pas ça. Il faut pas des années voilà. pour un Mais permis, la quoi. rumeur médiatico-temporelle, je sais pas comment il faut l'appeler là, c'est à cause d'eux. Non. Les 50 milliards dont vous avez parlé, dont a parlé le président, pardon, pas vous. Moi, je pense que ce sera très difficile. Et je pense surtout qu'on arrive à un stade où il faut faire attention à la déflation en Europe. Les politiques d'austérité budgétaire, elles commencent à toucher leurs limites, me semble-t-il. Et je ne suis pas le seul, puisque j'ai vu qu'un chef économiste de la Commission européenne à Bruxelles s'inquiétait très fort de cette austérité budgétaire en disant elle a coûté je ne sais combien de points de croissance, plus d'un point de croissance par an. Mais ça fait des millions d'emplois, ça. On est en train d'étouffer la Et machine. ça fait des dizaines de milliards, des centaines de milliards d'euros. Donc, on est dans cette espèce d'orthodoxie. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer ses dettes, il faut les payer. Mais enfin, le meilleur moyen de payer ses dettes, c'est de retrouver de la croissance. C'est pas de l'étrangler, c'est pas de l'étouffer. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment. Oui, vous craignez ça. Je crains. Oui. Et je ne suis pas le seul. Ça commence à venir d'un peu partout. Hein. Et je crains que ce soit très difficile de faire ces 50 milliards d'économies. Et pour retrouver un sujet qu'on avait tout à l'heure, quand on dit qu'il n'y aura pas de transfert vers les ménages, si on supprime les cotisations, moi j'appelle ça des cotisations, pas des charges, cotisations familiales, ben ça dépendra de la nature des économies. Si les dépenses qu'on supprime étaient des dépenses qui allaient aux ménages, oui, il y aura transfert. Si c'est des dépenses qui allaient aux entreprises, non, il n'y aura pas de transfert. Donc il faut regarder ce que seront ces économies. Mais j'ai des doutes, quand même, certains doutes. Alors, en même temps, je comprends que le gouvernement l'affiche. Parce que dans ces matières-là, si on n'affiche pas très fort, déjà qu'on sait que l'objectif sera difficilement atteint, si en plus il n'est pas élevé, donc je serai beaucoup moins dubitatif là-dessus. Romain Masneau, RCF. Vous évoquiez l'Europe à l'instant. Est-ce qu'avec le retour au pouvoir du SPD en Allemagne au sein de la Grande Coalition, il y a l'occasion de resserrer les liens entre la France et l'Allemagne et de voir émerger des initiatives communes nouvelles? Je l'espère. Henri Emmanuel. J'ai mis sur mon blog, vous voyez, je me fais de la pub maintenant, je deviens Allez-y. une lettre ouverte à nos amis allemands, où je leur rappelle qu'en 1953, les pays créanciers ont annulé la moitié de la dette allemande. La moitié. Pas 10%, pas 50%. Et parmi ces créanciers, il y avait même les Grecs à l'époque. Et ceux qui l'ont fait ont bien fait de le faire. Parce que l'Allemagne était en train de se réétouffer. Et après, on a vu quand même le résultat. Il est là. Donc ils ont eu raison. Et l'Allemagne n'a pas de dette morale de ce point de vue-là. Mais quand même, quand on a assisté depuis 3 ou 4 dernières années, on ne veut pas payer pour les autres, je pense quand même que les gouvernements auraient pu rappeler cet épisode. Et donc moi, j'attends du nouveau gouvernement un souffle pour la croissance. Je connais un peu les questions financières. Il y a beaucoup d'argent dans le monde aujourd'hui. Alors il est où cet argent? Il est dans les banques centrales, il est chez les institutionnels, dans les compagnies d'assurance. Cet argent, il est obligé de s'investir en dollars parce qu'il y a beaucoup de choses pour eux. Ils en ont un peu marre. Et donc
Et bien donc, si l'Europe émettait 100 milliards de rebonds, ils sont couverts dans la matinée. D'accord. Il y a un taux très bas. C'est le président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts qui Pourquoi dit ça. on ne le Oui. fait pas? Pourquoi? En plus, je rappelle que emprunter pour investir, c'est sain. S-A-I-N. Oui. Pour faire des infrastructures, des programmes de recherche, des... Donc c'est ça la voie à suivre pour vous. oui. D'accord. Donc moi, j'espère un rebond de ce point de vue-là. Et je ne comprends pas pourquoi, en Europe, dans cette vieille Europe, on continue à avoir des principes qui sont complètement dépassés et qui sont très conservateurs. Alain Baron, RCF. En tant qu'élu Radio local, Notre-Dame, pardon. en tant qu'élu local, que pensez-vous du redécoupage des cantons qui se fait en ce moment? Parce que, évidemment, la droite qui s'oppose, c'est assez logique, Oui. crie au scandale. Bon, Oui, c'est assez logique qu'elle donc, crie au scandale. Vous êtes élu local, ça se passe comment? D'abord, chaque Oui, fois mais qu'il y a un oui. redécoupage, celui qui est dans l'opposition crie au scandale. Hein, ça fait C'est de bonne partie guerre. du rituel démocratique. Oui, c'est de bonne guerre. Ensuite, moi, je n'étais pas tellement emballé par cette loi. Mais enfin, je reconnais que faire différemment est tout aussi compliqué. Et à un moment donné, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il y Hein, avait voilà. besoin de redécouper? Voilà. Mais moi, je ne peux pas vous dire que je suis un enthousiaste de cette loi, D'accord. même si dans les Landes, elle aura sûrement des effets assez positifs. Pour vous. Oui. Enfin, pour moi, ou pour Oui. mes successeurs. Nous avons compris. Corinne Laurent-Lacroix. J'avais une question complémentaire sur l'Europe. En 1992, vous aviez écrit un livre plaidoyer pour l'Europe. Oui. En gros, sur la couverture, il y Oui. avait écrit oui. Et avec Et- enthousiasme. Voilà. Est-ce que vous Alors. pensez toujours, comme François Mitterrand, que l'Europe est notre avenir? Non, Henri Manueli. non. Moi, j'ai été enthousiaste pour Maastricht, je l'ai fait signer, je l'ai fait voter, j'étais président de l'Assemblée à l'époque. C'est même moi qui ai tourné la réforme de la Constitution, créé l'euro. Mais souvenez-vous, on nous promettait la subsidiarité. Et on nous promettait un traité social derrière. Je n'ai jamais vu venir derrière la subsidiarité. Et je n'ai jamais vu venir le traité social. Et j'ai vu pire, j'ai vu l'élargissement inconsidéré qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est très affaiblie et très difficilement gouvernable. Inconsidéré. Je dirais ça comme On ça. n'aurait pour pas dû s'ouvrir comme ça. Voilà. Oui. Bon. Et on continue d'ailleurs, j'ai bien compris. on Continue à se creuser la tête. Sur la Turquie, vous pensez quoi, Henri Manueli? Moi, je ne suis pas. Non, je viens de vous dire ce que je pense de Oui. l'élargissement. Ça vaut pour la Turquie. D'accord. Ça vaut pour d'autres aussi. d'ailleurs. Mais il faut arrêter déjà. À 28, on ne peut plus. Donc si on en rajoute, plus on en rajoute, moins on peut. Et ça, François Mitterrand aurait prévenu. Si vous ne faites pas l'approfondissement politique avant l'élargissement, ça sera perdu. Donc aujourd'hui, sur l'Europe, je continue à penser qu'il faut rester européen, qu'il faut rester dans l'euro, qu'il faut continuer à essayer d'en faire quelque chose. Mais je ne suis pas très optimiste sur notre capacité à en faire quelque chose. Hein. Romain Mazno, RCF. On ne parle plus beaucoup de la Centrafrique, pourtant la situation reste quand même très Difficile. problématique, beaucoup de violence, y compris à Bangui. Est-ce que les objectifs ont été assez clairement définis au départ et est-ce que vous craignez un enlisement? Non, écoutez, autant sur certains sujets de la politique étrangère, j'ai du mal à comprendre par moments. Pas toujours été en phase avec notre position sur l'Iran ou sur la Syrie. Où je trouve que dans certains cas, on en a fait un peu trop, dans d'autres pas assez. Mais enfin, en revanche, ce Centrafrique, j'ai pas d'état d'âme. Pourquoi? Parce que si on n'y était pas allé, dans 2 ans, on va être accusé de génocide. Comme d'habitude. Donc il n'avait pas le choix, le président de la République. Alors après, effectivement, est-ce qu'il y a assez de monde? Est-ce que ça a été bien vu? En fait, c'est le genre de situation qu'on découvre quand on y est, hein, et qu'on découvre au fil des évolutions quotidiennes. Vous avez vu comment ça se passe, quand même. Donc, je pense qu'il fallait y aller, que la France, c'est l'honneur de la France d'y être allée, tout comme au Mali, d'ailleurs, même raison. Hein. Ce que je trouve déplorable, on parlait d'Europe, c'est qu'on soit seul. C'est lamentable. Parler de subsidiarité, alors, quand il s'agit de combat en Afrique, l'Europe n'est pas là. En revanche, on nous avait promis la subsidiarité. Et l'Europe s'apprête à prendre des directives pour savoir combien de litres d'eau on doit avoir dans nos chasses de WC. Donc vous dites à l'Europe, soyons sérieux. D'accord. Voilà mon problème, ma problématique. Alain Baron, Ou Radio combien de Notre-Dame. cacao, de pourcentage de cacao pur dans... Bon, Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, il y a 3 ans, il y avait des espoirs qui sont nés dans le monde arabe, ce qu'on a appelé les printemps Oui. arabes. Il y a eu beaucoup de désillusions depuis. Oui. Quelle est votre analyse de... Et mon analyse, c'est qu'on assiste quand même à un conflit qui, moi, me surprend parce que peut-être qu'on n'était pas prévenu de ça. Mais d'abord, il y a un conflit énorme au sein de l'islam,
entre chiites et sunnites, qui peut atteindre des degrés de violence considérables. C'est une sorte de guerre interreligieuse. Alors, allez, sur les printemps arabes, je pense que nous avons mal vu, ou plutôt que je parle des Occidentaux, on a une vision un peu faussée, mais ça ne pouvait pas être autrement. On a vu avec certaines satisfactions se lever ces gens contre des régimes dictatoriaux. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que les vrais démocrates étaient minoritaires, et que ce n'était pas eux qui porteraient les armes. Ceux qui portent les armes, ce sont les intégristes et les extrémistes. Et petit à petit, les vrais démocrates, ils ont été noyés. Ils ont été débordés, submergés, noyés. Et ça a donné ce que vous savez par la suite en Égypte ou en Tunisie. Le seul pays pour l'instant qui semble réémerger de façon positive, c'est la Tunisie, je m'en félicite. Et j'espère que son exemple fera tâche. Toujours sur cette question de l'islam, comment voyez-vous la place de l'islam en France ? Mais moi, je souris parce que si c'est moi qui donne la place des religions en France, ça va faire drôle quand même. Hein. Mais moi, c'est une religion qui a droit de citer comme les autres. Oui. Et qui, si on appliquait la laïcité dans son intégralité, ne poserait pas de problème. Ne poserait pas de problème. C'est quoi la laïcité ? C'est la liberté de conscience. Chacune et chacun pense ce qu'il veut, en évitant quand même de penser du mal des autres, c'est possible. Hein. C'est quand même mieux. Cette liberté existe pour l'instant. Elle existe, elle n'existe pas. Quand je vois la laïcité manipulée par certains qui font en fait... qui se cachent derrière la laïcité pour faire de l'islamophobie, quand même, je vois tout d'un coup le goût du Front National pour la laïcité ou de quelques mouvances que je ne citerai pas ici, je m'étonne. Hein. Donc en réalité, elle est manipulée aujourd'hui. Et du coup, dans des périodes difficiles comme celle-là, là, je serais partisan de retour à une certaine rigidité, alors on va dire archaïque. Il y a l'abbé Grosjean qui m'a envoyé un tweet pour me traiter de old school. Old school. Old school, oui. C'est peut-être un compliment. Laïcard old Henri school. Emmanuelli, non ? C'est vrai que lui, il a l'air tout à fait à la pointe des choses. D'accord. J'en dirai pas plus. Bien. Bon. Mais Il vous écoutera. qu'on applique la laïcité... Il faut affermir, vous dites, c'est ça ? Oui. Peut-être rigidifier ? Oui. Ouais. Et l'islam, mais je pense que l'islam, ce qui se passera en France, c'est ce qui s'est passé pour les autres religions. Mais évoluera sans doute beaucoup. Beaucoup. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. Et justement, qu'est-ce que peut faire la France pour éviter la radicalisation de ces jeunes qui se transforment en djihadistes et qui partent combattre en Afghanistan ou en Syrie ? Les croisés des temps modernes, mais pour l'islam. Henri Emmanuelli. Vous avez pensé à ça, que c'était les croisés Bon, je plaisantais. Hein. Comment peut-on faire ? Il faut essayer de... je ne sais pas vous répondre là. Comment peut-on faire pour empêcher Internet et empêcher des jeunes d'aller sur Internet et de se faire intoxiquer par des gens qui sont des obscurantistes complets, violents de surcroît. C'est pas simple. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre des précautions et puis aux frontières. Et ça, c'est plutôt les services, je dirais, de la DCRI, n'est-ce pas, des services de renseignement, que de la police tout court. Hein. Très bien, nous allons terminer ce qui se passe dans ces milieux, prévenir les cas, prévenir. Mais encore faut-il en être informé. Nous terminerons donc sur cette question. Merci beaucoup à vous, Henri Emmanuelli. Je rappelle que vous êtes député socialiste des Landes. Vous présidez également le Conseil général des Landes. La semaine prochaine, notre invitée sera Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris. Merci à vous tous. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens sur l'ensemble des sites partenaires de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À la semaine prochaine. Merci à vous tous.